Alors, après les démarches, l'impact des démarches de l'ANACT, nous allons nous focaliser plus spécifiquement sur la QVT des soignants au cœur de la relation de soins. Edith, je te laisse. On ne te présente pas. Je te laisse prendre la parole tout de suite. C'est celui-ci, celui-là, voilà, parfait. Une première présentation du projet qui s'appelle Relations, qui est un projet qui a été financé dans le cadre du programme ICID de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je vais vous parler de la relation de soins et les liens qui existent entre relation de soins et qualité de vie au travail. Donc, ce projet a été mené avec le CHU et notamment différents services du CHU. Je vous laisse repérer les noms qui ont été des personnes qui ont contribué à cette étude. Alors, pour ce qui concerne tout d'abord notre question de départ qui était sur la relation soignant-patient, qu'on appelle également relation de soins à l'hôpital. Ce qui nous intéressait, c'était de voir ce que cette relation implique. Et donc, la littérature est assez claire là-dessus, c'est qu'une bonne relation soignant-patient, voire une bonne communication soignant-patient, c'est à la fois en termes de connaissances un partage, ça veut dire qu'on va échanger des connaissances, une expertise technique, mais également on va mettre en place une relation qui va être, on va dire, réciproque et dynamique. Ça veut dire une relation dans laquelle le patient va être aussi acteur. Donc, ce que dit la littérature, c'est que quand on a une bonne communication soignant-patient, on a une satisfaction des patients, on a également une qualité de vie des patients, on a également une meilleure prise en charge thérapeutique, également un empowerment plus important des patients et également une diminution de l'anxiété. Donc, finalement, des retours assez positifs. Maintenant, qu'en est-il des conditions de travail à l'hôpital aujourd'hui ? On va dire que l'hôpital est positionné dans un environnement qu'on va dire concurrentiel. Cet environnement concurrentiel fait qu'on a des changements profonds qui sont mis en place à l'hôpital, changements profonds qui vont se traduire par une réorganisation du travail, maîtrise des coûts, bien évidemment, amélioration de la qualité, une optimisation administrative et logistique, également, on va dire, une gestion des lits, du temps, etc. Donc, une refonte de cette organisation de travail. Ce que l'on peut dire également, ça a une incidence, ce qui a été montré également dans la littérature, en termes de charge de travail, en termes de stress et en termes de risques psychosociaux. Tout cela fait qu'aujourd'hui, la révolution de l'hôpital est tellement importante qu'on va parler d'hôpital-entreprise ou d'industrialisation des soins, donc des mots qui sont relativement forts. Alors, que se passe-t-il dans l'interaction entre, d'une part, la question des conditions de travail et de l'autre côté, finalement, la relation de soins ? Ce que l'on peut dire, c'est que quand les conditions de travail sont dégradées, ça diminue le bien-être des soignants, ça augmente le nombre d'erreurs, ça diminue la qualité des soins et ça diminue la sécurité des patients. Donc, un cercle, on va dire, vicieux. Un cercle qui serait vertueux, c'est un travail d'équipe, une coopération, des relations positives, une satisfaction du patient, une adhésion thérapeutique et donc une probabilité d'évolution vers la guérison. Alors, ce qui nous a intéressés, c'est de voir ce que les soignants mettaient derrière la question de la relation soignant-patient et est-ce qu'il y avait un lien pour eux avec leur qualité de vie au travail. Deuxièmement, nous avons cherché à mesurer cette qualité de vie au travail et voir si effectivement elle avait un impact sur la relation soignant-patient. Nous avons procédé en 2 étapes. Une première étape durant laquelle nous avons fait des entretiens avec des entretiens qualitatifs avec des soignants, donc à la fois médicaux et paramédicaux. Les entretiens étaient longs,
60 minutes et ils étaient volontairement longs. Ils ont été non seulement, bien évidemment, passés, enregistrés, transcrits et analysés. Donc à la fois d'une manière lexicométrique, mais également thématique. Et aussi par analyse de discours. Deuxième phase, nous avons fait une phase quantitative dans laquelle nous avons fait passer des questionnaires cette fois-ci, là aussi avec des patients médicaux et paramédicaux d'une durée de 25 minutes, et qui étaient passés durant le temps de travail. Nous avons interrogé des soignants dans 5 services de l'hôpital, la médecine interne, la cardio, la gériatrie, la chirurgie viscérale et la neurologie. Donc ce recueil de données s'est traduit par, d'une part, un guide d'entretien que l'on a utilisé en entretien individuel. Ce guide visait à mesurer la représentation soignant-patient, puis ensuite une partie plus semi-dirigée qui était en lien avec la place qui est accordée à cette relation soignant-patient, les freins, les moteurs, on va dire, c'est-à-dire les leviers, et ensuite une tâche d'association verbale dont je vous présentais les résultats. En conclusion, on demandait à titre d'ouverture si les soignants voyaient un lien entre leur qualité de vie au travail et la qualité de cette relation. Donc, pour le questionnaire, nous avons utilisé trois questionnaires. Donc, tout d'abord, une échelle de bien-être, c'est la WHOO, on appelle cette échelle comme ça. C'est une échelle qui nous a permis tout simplement de mesurer le bien-être des soignants. Deuxièmement, nous avons utilisé une échelle que nous avons mise en place ici au laboratoire PsyDREPI, l'Université de Bourgogne, qui s'appelle l'échelle Qualtrascale, qui a été mise en place sur la base de la représentation que les salariés avaient de la qualité de vie au travail, de façon à pouvoir faire émerger 6 dimensions. Ensuite, nous avons utilisé l'échelle d'ajustement relationnel, qui est une échelle qui permet de mesurer la relation soignant-patient, mais d'une manière plus quantitative que ce que nous avions vu lors des entretiens. Alors, les résultats maintenant, pour la première partie. Tout d'abord, la tâche d'association verbale, que nous disent les soignants à propos de la relation soignant-patient? Eh bien, ils y mettent avant tout l'empathie. L'empathie, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir de la confiance et du respect, il va y avoir de l'écoute et de la communication, il va y avoir du toucher, et c'est ce qui nous intéressait. Il y a un lien avec le manque de temps, dit autrement, la qualité de vie au travail, et là, on va dire l'organisation du travail. Donc, on voit dès le départ qu'il y a un lien entre qualité de vie au travail et relation soignant-patient. Alors, quelques verbatims simplement, puisqu'on alterne le quantitatif et le qualitatif, avec ces mots-clés. Qu'est-ce que veut dire empathie? Eh bien, ce que mettent derrière l'empathie les soignants, c'est l'idée que derrière, il va y avoir une relation qui va se nouer et ça va favoriser le bien-être du patient. Le toucher, parce que le toucher permet d'entrer en contact. Il y a l'écoute, parce que l'écoute, ça permet aussi d'éviter parfois d'oublier un certain nombre d'antécédents et ça va faciliter le diagnostic. La confiance, parce que la confiance, ça permet de dire des choses qu'autrement on n'aurait pas dites. Et enfin, c'est le manque de temps, malheureusement, et ça, c'est la frustration que ça va générer. Alors maintenant, pour terminer sur la partie quantitative, eh bien, oui, l'animation n'a pas bien marché. Voilà, c'est bon. Donc, il y a un lien dans le questionnaire entre, d'une part, la qualité de vie au travail et le bien-être, avec une relation très forte et positive. Dit autrement, la qualité de vie au travail engendre le bien-être chez les soignants, et le bien-être chez les soignants engendre l'ajustement relationnel. Dit autrement, eh bien, on a bouclé la boucle. Une bonne qualité de vie au travail favorise le bien-être des soignants, qui favorise lui-même l'ajustement relationnel. Alors, dans la qualité de vie au travail, qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, 3 choses. On a donc une échelle dimensionnée qui nous permet de repérer les différentes dimensions sur lesquelles ça s'articule. Et ce qui apparaît très clairement, c'est l'organisation du travail qui va impacter le bien-être, le sentiment de reconnaissance qui va impacter le bien-être et les relations sociales au travail qui vont impacter le bien-être. Donc, dit autrement, ces 3 dimensions sont des leviers pour nous pour pouvoir travailler sur la qualité de vie au travail. Conclusion,
eh bien, la relation soignant-patient, eh bien, c'est une relation qui est indispensable, sur laquelle on va s'appuyer pour faire tout simplement un soin. C'est de l'empathie, du toucher, de l'écoute, etc. Mais ça demande du temps. Elle est prédite par la QVT, elle est prédite par le bien-être. Et donc, il est intéressant, et en tout cas, il devient nécessaire de porter attention. Alors, quelle démarche peut-on adopter pour pouvoir mettre en place cette qualité de vie au travail? Eh bien, nous avons un outil qui s'appelle l'échelle Qualtras-Kane qui a cet intérêt, c'est qu'il permet d'une part de mesurer ce qu'on appelle le thermomètre, c'est-à-dire la QVT ressentie. Quelle est aujourd'hui la manière dont j'évalue ma qualité de vie au travail sur mes 6 dimensions? Ça permet également de mesurer les attentes, puisque cette échelle permet de demander aux personnes ce qu'elles attendent en termes de qualité de vie au travail, et l'indice qu'on a appelé de frustration ou de tension, qui permet d'évaluer l'écart entre ce que j'attends et ce que je ressens. Donc là, l'avantage, c'est que ça donne également la boussole, comme on dit, c'est-à-dire l'orientation vers laquelle on va aller. La démarche maintenant, eh bien, c'est une démarche dans laquelle on va scanner nos 6 dimensions, c'est-à-dire l'environnement physique de travail, les tâches et l'aménagement du temps de travail, les liens entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les relations avec les collègues, le soutien de la hiérarchie, les sentiments de reconnaissance et l'évolution dans le travail. Comment va-t-on mettre en place cela? Eh bien, d'une part, une mesure de qualité de vie au travail au départ, ce qu'on appelle un diagnostic, puis un repérage des ressentis, des attendus et des points de tension, parce que c'est sur les points de tension que la marge de progression est la plus grande, puis ensuite la mise en place d'une démarche participative, un plan d'action et ensuite une mesure des effets. Et on revient sur la mesure de la QVT, ce qu'on appelle la QVT en routine. C'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir montrer au fil du temps comment les actions qu'on a pu mettre en place, comment les dispositifs qu'on a pu mettre en place peuvent tout simplement se concrétiser. Merci de votre attention. Bravo pour cette présentation très tonique. Est-ce que vous avez des réactions, Mathieu? Beaucoup, Edith, pour cette belle présentation. J'avais juste une remarque et une petite question sur la diapo, là, sur les tâches d'association verbale que tu nous as présentées. Donc sur voilà, les termes associés, en gros, pour qualifier la relation soignant-patient. Vous avez interrogé des soignants médicaux et paramédicaux. Est-ce que vous avez observé des différences selon qu'ils sont médecins ou qu'ils sont... Enfin, je n'ai peut-être pas bien écouté. Mais... Non, tu as bien écouté. Ah, tu avais la même. Voilà. Parce que je pense que on les distingue quand même entre les médecins et les paramédicaux sur la dimension plutôt thérapeutique du cure et les autres sur la dimension plutôt du care, du prendre soin. Je vois du vocabulaire très autour du care, j'ai l'impression. C'est ça, c'est du care, ouais. Alors... Et voilà. Donc c'était un peu ma surprise. C'est ça. Alors, effectivement, il y a des différences entre les médicaux et les paramédicaux. Pas tant, parce que le mot empathie reste toujours central. Simplement, ils ne déclinent pas sur les mêmes choses. Alors, effectivement, les médecins vont plutôt orienter sur le manque de temps et la question de l'écoute. Mais derrière écoute, ils ne mettent pas la même chose. Et derrière communication, ils ne mettent pas la même chose. Donc, on a empathie, manque de temps, écoute et communication pour les médecins. Et dans communication, c'est une communication claire qui permet de bien, on va dire, donner les instructions et schématiser ce qui en est de la situation du patient. Alors que chez les soignants paramédicaux, on aura également empathie, manque de temps, écoute et communication, mais derrière communication, ils mettent communication pour réaliser plus facilement le soin. Ce qui n'est pas du tout la même approche. Ça me fait penser, dans les études sur les magnet hospitals, les hôpitaux magnétiques, les soignants... eux, c'est plutôt dans la relation, non pas soignant-patient, mais dans la relation soignant-médecin. C'est ça. Cette différence de modalité de communication, où le médecin est sur une communication très boulette, comme on dit, c'est-à-dire très rapide et très codifiée, très standardisée. Et donc, du coup, je me disais avec le patient, sans doute, les uns et les autres ne cherchent pas tout à fait la même chose. Et la petite remarque, je ne sais pas, ça m'a fait penser... aussi, là, en abordant la relation soignant-patient, c'est un peu une association d'idées, mais sur nous, en gestion, il y a beaucoup de collègues qui s'interrogent sur l'expérience client,
l'expérience, voilà, et sur les Customer Relationship Management, quoi. Le management de la relation client. Est-ce que c'est une perspective que vous avez croisée ou pas, et qui est peut-être pas du tout prometteuse, parce que c'est dans un autre univers, mais quand même? Alors oui, ça l'est, parce que en fait, là, c'est la moitié de l'étude. L'autre moitié, on a interrogé les patients, et plus exactement les patients de ces soignants. Donc on a fait à chaque fois des binômes. Et donc, effectivement, c'est en tout cas, il y a des résultats très intéressants, mais je n'avais pas le temps de vous les présenter aujourd'hui. Mais en tout cas, effectivement, c'est l'intérêt de cette étude, et qui a été toute la difficulté sur le terrain. C'est à l'hôpital, avec une fenêtre temporelle, puisque la durée moyenne de séjour est très courte pour certains services. Et ça a été d'apparier immédiatement le soignant avec le patient. Merci Edith. Bonjour, je vous remercie pour ce travail que je connais déjà. En fait, je me présente, je suis éducatrice spécialisée depuis très longtemps au CHU de Dijon, et aussi j'ai un mandat syndical. Donc depuis 4 ans, on a développé la qualité de vie au travail. Tout le monde fait un travail merveilleux à tous les niveaux. Alors il y a une chose auquel on est confronté, et c'est là où je veux en venir, c'est avec ce travail merveilleux, comment on arrive à le déployer sur le terrain, dans la réalité, sachant que, vous l'avez très bien dit dès le départ, on arrive à un hôpital entreprise. C'est ça. Et moi, tous les jours, ce que les soignants me renvoient, c'est il y a des trous dans la raquette. On a fait même un tableau Excel au CHU de Dijon sur 5972 agents. Il manque environ 300 personnes. Donc, comment on fait? Parce que, en fait, c'est l'effet domino. Il y a de moins en moins de monde. Donc, ceux qui restent, ils sont de plus en plus fatigués. Ça génère des burn-out. Tous les jours, on a des événements indésirables. Il manque un tel, je suis au bout du rouleau. Enfin, c'est tous les jours. Il y a le manque de confiance. Ils n'ont plus confiance au bout d'un moment parce qu'ils se disent on veut nous faire des choses, mais on n'avance pas. Et dans la vraie vie, on ne voit pas ce que ça donne. Et je vous dis, pourtant, je trouve qu'à Dijon, on s'est quand même bien employé à faire un super travail. Alors, nous, ce qu'on constate aussi, c'est un manque de communication transversale. C'est ça. On est dans une dynamique toujours quand même pyramidale. Et moi, je pense que si on veut parvenir à un travail et l'amener à avoir des effets positifs sur le terrain, il faut aussi qu'on casse cet effet pyramidal et qu'on arrive à quelque chose d'une communication transversale, et aussi remettre des gens à l'hôpital. Alors merci pour votre question. Effectivement, la question, elle va être toute la journée présente, cette question. C'est comment on arrive vraiment à mettre en place non seulement cette démarche qualité de vie au travail, mais ce qu'on appelle le plan d'action. Alors là, je vais prendre ma casquette VP QVT à l'Université de Bourgogne, et pour vous redire comment on a procédé et comment c'est toujours en chantier de toute façon, parce que c'est justement des démarches qui nécessitent ce retour à chaque fois. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir effectivement, premièrement, j'allais dire, une vraie volonté de la gouvernance. Ça, c'est important. C'est-à-dire il faut emmener, il faut quelqu'un qui porte le projet. Ça, c'est extrêmement important au niveau de la gouvernance, dans le sens où la gouvernance, elle est première par rapport à ça. Ensuite, il va y avoir une deuxième strate qu'on appelle la démarche participative. Ce que vous dites, c'est finalement cette communication transversale où on va mettre au travail les personnels. Alors pourquoi? Parce que les personnels ont des solutions. Ils ont des éléments très concrets à faire apparaître, des solutions qui, comme on dit, coûtent pas si cher et sont très efficaces. Et donc, finalement, ils sont très inventifs. Donc, voilà pourquoi, en fait, on a fait ça, d'ailleurs, à l'Université de Bourgogne, des groupes de travail avec une démarche participative. La troisième chose que vous dites, c'est dans la démarche participative, c'est le dialogue social avec les organisations syndicales, avec le CSA, le CSE, notamment. Et donc, ça, c'est important, parce que ce travail, comme vous dites, dans la confiance, est essentiel, puisque c'est notre outil derrière. C'est notre organisation. Et donc, on doit absolument pouvoir l'apporter ensemble. Et enfin, que ça se concrétise par un plan d'action. Parce qu'un plan d'action, c'est la base même. Une fois que le plan d'action est établi, ça veut dire qu'on va pouvoir, après, le décliner avec des jalons, comme on dit, et donc, au fur et à mesure, mettre en place les dispositifs et ensuite en mesurer les effets. Voilà. Donc, il faut vraiment, je dirais, à un moment donné, se poser autour de
des acteurs et que la direction soit partie prenante. Je vous en prie. Merci Edith. J'ai une question. Question Oui. YouTube. Donc c'est ça, tout à fait. J'ai une question de Vanina Molo qui remercie pour la présentation. Je pense qu'il y a déjà eu la réponse, mais elle se demande, elle mentionne le fait que ce serait intéressant d'avoir le corollaire du point de vue des patients, et elle souhaiterait donc savoir si tu l'envisages. Oui, alors effectivement, le corollaire du point de vue des patients, je l'ai, mais je ne l'ai pas présenté aujourd'hui. Alors effectivement, ce qui ressort de ce que disent les patients autour de la relation soignant-patient, c'est qu'effectivement, il y a, on va dire, une attente très forte de relations de soins qui ne se limitent pas qu'à un soin technique. Ça, c'est vraiment la première des choses qu'ils disent. Et il y a deux catégories de patients, j'allais dire, ceux pour lesquels ils considèrent qu'effectivement une bonne relation soignant-patient est un vecteur pour aller vers le mieux en termes de qualité de vie et en termes de santé. Et une autre partie qui dit finalement, moi à l'hôpital c'est un séjour assez bref et je vais pouvoir en sortir ensuite. Et ça ne dépend pas du tout de cette relation soignant-patient, mon évolution par la suite. Mais ceux-là sont minoritaires. Merci beaucoup Edith pour cette présentation.